Un podcast ici. Stéphane allait changer de vie à partir de l'été. C'est l'élément qui va tout faire basculer en fait. Ces deux jeunes qui sont venus voir maman en lui disant « Mais vous savez, Madame Dietrich, on sait qui nous avait demandé de vouloir éliminer quelqu'un contre une somme d'argent. » Ça pétille. Effectivement, ça n'arrive pas tous les jours dans une carrière, une affaire ancienne qui est finalement résolue. Tout ça pour ça. C'est une affaire qui a défrayé la chronique judiciaire de Belfort pendant 25 ans. Un quart de siècle avant de juger le coupable de l'assassinat d'un jeune homme. Un quart de siècle de combat pour sa famille, de fausses pistes, de rebondissements, d'espoirs déçus. C'est une histoire de persévérance, l'histoire d'un cold case à une époque où on n'utilisait pas encore ce terme. Je m'appelle Émilie Pou et pendant 15 ans, j'ai été journaliste à Ici Belfort-Montbéliard. Quand j'arrive en 2006, l'affaire Stéphane Dietrich est déjà une vieille affaire. Et le rédacteur en chef me prévient « Tu verras, le frère de la victime ne lâche rien ». Je découvre donc très vite le personnage de Sylvain, un homme brun, au regard doux et triste. Il se bat pour qu'on n'oublie pas son frère, Stéphane, pour que le dossier ne soit pas classé. Pendant 15 ans, je suis cette histoire, en le rencontrant régulièrement, et je vais vivre aussi à ses côtés la résolution du meurtre de son frère. Crimes et témoignages, des histoires vraies de faits divers. L'affaire Stéphane Dietrich, 20 ans pour trouver le coupable. Le 5 juillet 1994, au matin, Rolande Dietrich est au commissariat de Belfort. Rolande est la mère de deux jeunes hommes, Sylvain, l'aîné, artiste, et Stéphane, étudiant. Elle n'a pas dormi. À l'accueil, elle explique que Stéphane, son fils cadet, n'est pas rentré de la nuit et ça ne lui ressemble pas. Alors là, bon, bien sûr, avec des fois la délicatesse de certaines personnes, on lui rit au nez en disant « Ah, mais il est majeur et tout, il fugue, il a rencontré quelqu'un, une copine, un copain, enfin bon, bref. » Et petit à petit, c'est-à-dire qu'elle est toujours là dans l'enceinte du commissariat et elle entend quelqu'un qui est dans un bureau à proximité dire « Ah bon, mais je crois que la mère est là. » Elle s'est dit « Il parle de mon fils, il parle de Stéphane. » Elle a attendu qu'on vienne et c'est là qu'ils lui ont dit « Ah madame, tout compte fait, on a trouvé un corps et tout, il faudrait reconnaître. » Là, il a appelé mon père pour qu'il puisse venir également. Voilà, et puis ils ont dû reconnaître le corps de mon frère à la morgue. J'étais à Paris et j'ai deux amis qui me disent « Est-ce qu'on pourrait venir te voir ? On a des choses importantes à te dire. » Et là, ces amis me disent « Ben voilà, il est arrivé quelque chose de très grave à Belfort. Ça concerne ton frère. » Je dis « Mon frère a été blessé. Mon frère a été... » Ben non. Mais il est mort. Et alors, instinctivement, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mes parents. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ma maman qui parlait par onomatopée. Quand j'ai là, ton frère, il a... Donc ça, j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave à ce moment-là. Mais avant, je réalisais pas. Ce que Rolande a tant de mal à dire, c'est que le corps de Stéphane a été découvert dans un bois près de Belfort, lardé de 11 coups de couteau. Sa chemise est ouverte, son short posé un peu plus loin. Le cadavre est recroquevillé en position fétale. Sylvain est sous le choc. Lui et sa famille menaient jusqu'ici une vie tout ce qu'il y a de plus banal. On était toujours dans le dialogue. Nous étions bien sûr unis. Chacun avait le droit de s'exprimer dans le respect le plus total. Et puis, des fois, on n'était pas d'accord tous ensemble sur tel ou tel sujet. Mais on ne serait jamais partis sans le soir s'embrasser ou le matin s'embrasser en se disant bonjour. On a été vraiment, mon frère et moi, élevés avec beaucoup d'amour et d'affection. Oui, vraiment. J'avais un père qui était à la fois sérieux, mais qui adorait les facéties de ma maman, qui aimait bien plaisanter à froid. Et je crois que mon frère avait hérité de ça également. Il avait ce côté amusant ou pas sans rire, où il nous faisait vraiment hurler de rire. Et lui, bien sûr, ne bougeait pas, se figeait. Et nous, c'était tordant, quoi. On passait vraiment de bons moments.
Ce 4 juillet, Stéphane passe justement une journée en famille. Il est sur le point de partir en vacances dans le sud de la France. C'est l'heure des derniers préparatifs, la valise est prête. Il a vérifié aussi la voiture qu'il va utiliser lui. Il a passé la journée auprès de mes parents. On aimait bien jouer aux jeux de société différents. Et là, il joue un jeu de dames avec maman. Et le téléphone retentit. C'est un de ses proches qui l'appelle pour lui dire qu'il avait des soucis et que il avait besoin de le voir. Voilà. Il lui dit « Écoute, j'en ai pour un quart d'heure, une demi-heure. » Il faut noter qu'il y avait eu une soirée qui avait été très pluvieuse et que lui, si il était resté plus longtemps dehors, il aurait pris un parapluie. Il détestait recevoir la pluie comme ça, brute sur lui comme ça. Il est parti comme il était, quoi. Stéphane monte dans la voiture de son meilleur ami, Christophe Blain. C'est avec lui qu'il doit partir en vacances le lendemain. C'est lui qui a appelé. Alors après la découverte du corps, c'est vers lui évidemment que se tourne la famille de Stéphane et les policiers pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Le jeune homme, complètement sous le choc, explique qu'il ne sait pas, qu'il a déposé Stéphane Dietrich à sa demande à la fête foraine de Belfort. À l'époque, le lieu a une réputation assez sulfureuse. Et ce soir-là, justement, il y a eu une bagarre. Un forain explique partout qu'il a fait une connerie. Les enquêteurs se concentrent sur cette piste. Quand il parle de ça, sur le coup, que ce soit bien sûr mon père, maman ou moi, le groupe de mots qu'on se dit, pourquoi la fête foraine ? Avec des copines, des copains, il sera allé à la rigueur, 4-5 personnes et tout. Seul à la fête foraine ? Non. Pas crédible. Pas crédible. Et après, on voyait que ça mordait quand même en face pour les enquêteurs. Donc je me disais, c'est dingue. Alors s'ils vont croire des trucs comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. La piste, en effet, ne donne rien. Pas plus que d'autres. Après 7 ans d'impasse, l'enquête n'avance même plus du tout et la juge d'instruction prononce un non-lieu. Quand j'arrive à Belfort en 2006, l'affaire Dietrich, comme on l'appelle, est donc déjà un cold case. Je découvre les images de Stéphane, celles publiées dans la presse quotidienne régionale, celles d'un jeune homme souriant, très mince, aux cheveux clairs. Je découvre aussi son frère Sylvain et son combat. Il fait tout pour que le meurtre ne soit pas oublié. Il a créé une association, les Amis de Stéphane Dietrich. C'est-à-dire que cette association, mes parents, ils se disaient Stéphane parti, ça serait bien qu'il reste quelque chose de lui. Chaque été, il organise un concert, il distribue des flyers, il va fleurir la tombe de Stéphane avec les membres de l'association. Et chaque été ou presque, je fais son interview. Son combat est devenu un combat contre la prescription des faits. Car après ce délai fatidique, si on découvre le coupable, il ne peut plus être jugé. En 2010, on y est presque. Mais un nouveau procureur, Alexandre Chevrier, arrive à Belfort. Très rapidement, dans les mois qui suivent, je reçois une demande de rendez-vous de la part de la famille Dietrich, donc Sylvain, le frère, et sa mère. La seule chose que je leur promets, c'est mon seul engagement, c'est de faire ressortir le dossier. Je procède à l'examen des scellés et je vois en particulier qu'un certain nombre de scellés n'ont pas été exploités en termes de police scientifique ou d'examen génétique en particulier. Le but étant d'interrompre le délai de prescription de l'action publique qui est de 10 ans à ce moment-là. L'objectif, il est celui-là, d'arrêter le cours du temps et de rendre encore les choses possibles en termes de manifestation de la vérité. Tout change, c'est-à-dire que quand vous êtes écouté, quand vous êtes davantage entendu, quand il y a de l'échange, c'est l'espoir qui renaît. C'est sûr qu'on aurait souhaité que dès le début, il y ait quelqu'un comme ça. Bien sûr. Dans certains scellés envoyés au laboratoire par Alexandre Chevrier, on découvre de l'ADN de Stéphane sur des poils et un peu de son sperme dans son slip. Ces éléments nouveaux permettent de rouvrir l'information judiciaire. Le cours du temps est arrêté et l'enquête est relancée. Elle est confiée en 2013 à Patrick Lebar, chef du groupe criminel de la police judiciaire du secteur. En fait, il connaît déjà l'affaire, il a été en lien avec les premiers enquêteurs, ceux du début des années 90. Là, avec des nouveaux moyens techniques,
Il y a peut-être moyen d'aller beaucoup plus loin. Le sperme dans le slip nous aide, ce qui n'était pas le cas en 94-98. L'audition de la maman qui nous explique comment son fils se comporte au quotidien, sa rigueur, qu'il est impossible pour Stéphane Dietrich de laisser sa mère toute une nuit, la porte ouverte, avec les risques que cela comporte. Donc, on peut imaginer effectivement que Stéphane Dietrich, quand il quitte le domicile, c'est pour y revenir dans la demi-heure. Ce qui n'est pas décrit par Christophe Blain, puisque Christophe Blain annonce un rendez-vous à la fête foraine. Christophe Blain devient un suspect. Christophe Blain, le meilleur ami de Stéphane, celui avec qui il devait partir en vacances. À l'époque, en 1994, les deux jeunes hommes sont quasi inséparables. Christophe loge chez Stéphane quand il est à Besançon pour ses études. Ils vont ensemble chez les amis de Stéphane. Christophe est aussi très souvent dans la famille Dietrich. Surtout que maman, elle savait accueillir. Elle était très bonne cuisinière, donc et pâtissière. Donc il y avait toujours des bons gâteaux, des bonnes choses. Et des fois, avec le recul après, j'ai pensé que des fois, il était spectateur de notre vie familiale quand on était les quatre réunis, quoi. Il regardait. Et j'ai compris que ça, il ne l'avait pas eu avant. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui était un petit peu effacé et qui, comme mon frère était brillant, vous savez, c'est l'ami qu'on sort comme ça, puis on se dit, voilà. Et, bon, il dialoguait un peu, mais c'est jamais quelque chose qui dure très longtemps. Au moment où Patrick Lebard reprend l'enquête, Christophe Blain n'est plus un étudiant. Il est quadragénaire, agent immobilier dans le sud de la France. Ce qui était important pour nous, c'est de connaître son histoire, ses relations entre 1994 et 2013. Les écoutes téléphoniques et également les témoignages qu'on a pu obtenir laissent à penser que c'est quelqu'un qui avait énormément de relations avec des femmes, mais que ça ne durait pas très longtemps. Ça durait 6 mois avant que ça se termine par une cassure qui se déroulait souvent avec violence. Violence dans les propos, mais également, il pouvait y avoir des violences physiques. Ça démontrait que peut-être l'événement de 1994 a engendré une instabilité chez Christophe Blain. Je me souviens d'une conversation qui a été écoutée par mes collègues de Paris. La jeune femme, au téléphone, lui demande si ça va et il lui répond « Comment veux-tu que ça aille ? J'ai tué quelqu'un ». Elle ne fait pas cas, en fait. On a l'impression même qu'elle n'a pas entendu la phrase. Mais c'est ce qu'il a exprimé. L'étau se resserre. Mais pour Patrick Lebard et ses collègues, ça ne suffit pas. Il leur en faut plus. C'est là que se produit ce dont rêve tout enquêteur. Un coup de chance. 2 hommes tombent par hasard sur un vieux flyer de l'association des amis de Stéphane Dietrich. Dans la tête de l'un d'eux se produit un déclic. Ces 2 jeunes fort sympathiques qui sont venus voir maman en lui disant « Mais vous savez, Madame Dietrich, on sait qui nous avait demandé de vouloir éliminer quelqu'un contre une somme d'argent. » En fait, l'un des 2 hommes révèle qu'à l'époque des faits, en juin 1994, un surveillant de son collège lui a proposé 10 000 francs pour tuer quelqu'un. Et il ajoute que ce surveillant s'appelait Christophe. Ils m'appellent, mais moi je leur dis « Mais vous savez, il faut que vous alliez faire une déposition à la gendarmerie ou à la police. » Ça pétille. Dans l'enquêteur que je suis, c'est l'élément qui va tout faire basculer, en fait. Avant cela, je suis convaincu de la culpabilité de Christophe Blain. Encore faut-il le démontrer. Mais contrairement à ce qu'on pense, je ne suis pas satisfait encore de ce que j'ai. Patrick Lebard part à la recherche de témoignages. Il affine sa connaissance de la psychologie de Christophe Blain. Et en 2015, presque 2 ans après la réouverture de l'enquête, il estime qu'il a enfin assez d'éléments pour le placer en garde à vue. Normalement, une garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Mais en 1994, Christophe Blain a déjà été entendu pendant 24 heures. Patrick Lebard n'a donc plus que 24 heures pour le faire craquer. Commence alors le bras de fer psychologique de cette affaire. Pour le remettre dans le contexte de l'époque,
Patrick Lebard place Christophe Blain face à d'anciens amis. Ceux avec qui il a coupé les ponts il y a 20 ans, qui se demandent pourquoi. Christophe Blain tressaille, mais il n'en dit pas plus. Là, Patrick Lebard abat sa carte maîtresse. Cette confrontation a lieu dans mon bureau, avec un des deux jeunes hommes. Le premier qui a déterminé qu'il y avait peut-être un lien entre le crime et la proposition qui avait été faite par Christophe Blain en tant que surveillant au collège Vauban. À partir de là, concernant cette proposition de tuer quelqu'un moyennant 10 000 francs, il a réitéré pour la 3e fois tout ce qui avait été dit auparavant devant Christophe Blain, qui a souhaité se taire et garder le silence. J'ai raccompagné ce jeune homme à la salle d'attente. Et quand je reviens, Christophe Blain est en pleurs. Et il dit, c'est bon, arrêtez, je vais tout vous révéler, je vais faire des aveux. Je reçois un coup de fil pour me dire que il va se passer quelque chose dans le dossier de mon frère et que le ministère de l'Intérieur va m'appeler. On avait gagné, en fait. L'objectif était atteint. Et il voulait parler, en fait, il souhaitait se libérer. Tout ça pour ça. C'est-à-dire que c'était devant eux, pour ceux qui avaient un rôle à jouer avant. Il s'est joué d'eux, parce qu'en face, il y avait quelqu'un d'intelligent. Je me suis dit quand même, c'était un échec de la première grande partie de cette enquête. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? J'ai gardé mes sentiments, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, voilà, je te dis ça, tu vas garder ton téléphone portable près de toi, tu coupes ta ligne fixe. Et puis après, moi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, quoi. Il n'a pas arrêté de sonner. Tous les médias, tout le monde m'appelait. Enfin bon, bref. Nous aussi, à la radio, ici Belfort-Montbéliard, on appelle Sylvain Dietrich ce jour-là, évidemment. On est tous un peu surpris, à vrai dire, parce que nous ne savions pas où en était l'enquête. C'est mon collègue Thierry Campredon qui donne l'information à l'antenne. L'assassin présumé n'a pas mis longtemps pour passer aux aveux. Après une journée de garde à vue, il était présenté mardi soir devant le juge des libertés et de détention de Montbéliard. Il était mis en examen pour assassinat et incarcéré. En revanche, sur les faits et les raisons qui ont provoqué la mort de Stéphane Dietrich de la nuit du 4 au 5 juillet 1994, l'assassin présumé ne s'est pas montré très bavard. Le procès s'ouvre 4 ans plus tard, en janvier 2019, devant la cour d'assises à Vesoul. Je me retrouve avec des confrères venus de toute la France dans le local d'une zone commerciale aménagée en salle d'audience, car le vieux tribunal est en travaux. C'est dans ce lieu, sans âme, que doit être jugé le plus célèbre cold case de la région, 25 ans après les faits. Je me dis d'ailleurs que c'est étrange, cette distorsion de l'espace-temps. D'un côté, les Dietrich, dont l'histoire s'est arrêtée en 1994. Rolande a même gardé la valise des vacances de Stéphane. Elle est là, Rolande, chignon blond et maquillage impeccable, assise aux côtés de Sylvain. Et puis il y a Christophe Blain, désormais quinquagénaire, cheveux grisonnants. Il est seul dans le box des accusés. Dès les premières minutes du procès, il répète ses aveux. Sylvain écoute attentivement. Il a du mal à cacher son agacement quand viennent les justifications de Christophe Blain et de son avocat, Julien Damy-Lecause. Christophe Blain, depuis décembre 2015 et sa garde à vue, a immédiatement parlé de ces pressions psychologiques, de ce harcèlement que la victime exerçait à son endroit, à des fins très précises, d'obtenir des actes à caractère sexuel, ce qui s'est déroulé de 90 à 94. Y a-t-il eu harcèlement et emprise de Stéphane Dietrich sur Christophe Blain? Y a-t-il eu préméditation ou non? Ce sont finalement les deux questions auxquelles le jury doit tenter de répondre durant ce procès. Face à la cour, Patrick Lebard donne son sentiment. Pour lui, la vérité se situe dans les premiers mots prononcés par Christophe Blain lors de sa fameuse garde à vue. Il côtoyait Stéphane Dietrich donc à Besançon dans le cadre de ses études. Et au fil du temps, s'est engagé sur proposition de Stéphane Dietrich des prémices d'une relation homosexuelle. Il y avait cette pression sexuelle qu'il ne supportait plus. Ça a duré de 89 a priori à 94.
Et là, il y avait ce projet de vacances dans le sud de la France. Christophe Blain a eu l'idée d'aller acheter un couteau donc, à Mulhouse l'après-midi même, a mis ce couteau dans sa voiture. Christophe Blain a appelé Stéphane Dietrich à 20h en lui disant qu'il voulait le voir. Stéphane Dietrich a accepté qu'il vienne, évidemment, et ils sont montés dans la voiture et Christophe Blain a laissé penser qu'une relation sexuelle était possible. Il l'a emmené dans ce bois. Après quelques caresses ayant engendré cette éjaculation dans le slip, a porté des coups de couteau au nombre de 11 sur la victime. Stéphane Dietrich lui aurait tenu les propos de « je t'aime » ou « je t'aimais » avant de s'effondrer. Moi, ça m'a énormément choqué. Énormément. Je me faisais les questions-réponses. Je me disais, bon, ok, agressé, d'accord, agressé. Mais un agressé, il a tué mon frère le lundi soir, le 4 juillet 1994. Le dimanche, il est venu chez nous. Le samedi, il est venu chez nous. Le vendredi, il est venu chez nous. Pour quelqu'un qui avait peur, franchement, vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas déjà à la base. Bon, il a vraiment voulu sauver sa peau à sa façon à lui, quoi, c'est tout. Stéphane allait changer de vie à partir de l'été 1994. Et on va dire, ça allait changer sa vie à partir de la rentrée. L'armée puis ses projets. Donc, Christophe Blain n'était plus dans le dispositif tout de suite, lui et encore lui. Et tout ce qu'il voyait de cette famille unie, qui s'aimait, etc., il n'avait jamais vécu ça. Donc, c'était insupportable pour lui à un moment donné. Finalement, la préméditation est retenue. Christophe Blain est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Dans le box, il encaisse le coup et baisse la tête. Il ne fera pas appel. Le dossier judiciaire est définitivement clos. Alexandre Chevrier n'est déjà plus à Belfort à ce moment-là, mais il suit le procès. Je dirais que c'est l'affaire qui m'aura le plus marqué comme magistrat du parquet, parce que, effectivement, ça n'arrive pas tous les jours dans une carrière de connaître une affaire ancienne qui est finalement résolue, avec cette satisfaction d'avoir contribué à cette œuvre de justice. Et encore une fois, je pense qu'on fait ce métier pour ça. Elle gardera donc toujours une place spéciale dans mon parcours professionnel, aussi parce que j'ai eu ce lien avec la famille. Je les ai beaucoup rencontrés. Voilà, j'ai toujours beaucoup admiré leur ténacité, en fait. Cette volonté indéfectible et cette foi qu'ils avaient inébranlable en la vérité, en la justice. Et cet aboutissement, en fait, c'est le leur, principalement. C'est le leur. Vous savez, qui d'autre que les familles peuvent défendre et faire comprendre comment était une personne qui a disparu? J'ai fait, vraiment, avec mes parents, j'ai fait ma part. Mais je suis en colère que la vie de mon frère ait été enlevée. Oui, c'est vrai. Mais il peut venir à plat ventre, je ne lui pardonnerai jamais, jamais. Je ne suis pas pape. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Non. Non, je ne peux pas. Vous vous rendez compte, mes parents, la personne, elle arrivait, il était 12:10, il avait toujours une assiette, il y avait toujours tout chez nous, etc. À avoir sali comme il l'a fait mon frère. Ah non. Non, je ne pardonnerai jamais. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne lui pardonnerai jamais. C'était l'affaire Stéphane Dietrich, 20 ans pour trouver le coupable. Mixage, Bertrand Aguilar. Production, Christine Simeone Giocanti. Studio de création, ici. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!